Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo d'une nouvelle série dédiée au data on-chain du Bitcoin. Alors, étant donné que c'est une nouvelle série, c'est un nouveau format, j'attends vos retours dans les commentaires à savoir si le format n'est pas trop court, trop long, si vous voulez que j'aille un peu plus dans les détails de l'article ou comme ça, c'est très bien. Donc voilà, nouvelle série. L'idée de cette série, c'est quoi? C'est de prendre des articles. Donc à chaque fois, vous trouverez le lien de l'article original dans la description de chacune des vidéos. Le but, c'est donc de prendre ces différents articles. Ça peut être différentes sources, hein. Il y aura du Glassnode, il y aura du Kraken, il y aura un petit peu de tout. Principalement quand même du Glassnode, mais un petit peu de tout. Et le but dans chacun de ces articles, c'est de développer une vision critique. Donc on va lire chacun des articles ensemble. On ne va pas aller trop dans le détail de l'article, évidemment, sinon les vidéos seraient beaucoup trop longues. Donc on va essayer de survoler le plus important et à chaque fois de développer un esprit critique. Est-ce que ce qui est dit est intéressant? Est-ce que c'est pas intéressant? Si c'est intéressant, quelles sont les limites? Parce qu'à chaque fois, lorsque vous allez lire quelque chose sur Internet, l'idée, c'est quand même de vous questionner sur la pertinence du propos. Aujourd'hui, on va commencer la série avec cette première vidéo sur un article Glassnode qui a été publié cette semaine, il y a seulement quelques jours, vous le voyez le 16 janvier, intitulé Est-ce que le Bitcoin est de retour? Donc c'est une analyse on-chain que fait Glassnode toutes les semaines. Encore une fois, le lien, vous le trouverez dans la description. Ils ont également une chaîne YouTube où ils partagent des analyses. Bon là, c'est en anglais en l'occurrence. Je vais vous le traduire au fur et à mesure en français, mais surtout avec les éléments les plus importants. Qu'est-ce que nous dit l'article? L'article nous dit que depuis pas mal de temps, on a très très peu de volatilité sur le Bitcoin. La volatilité fait partie. La volatilité était extrêmement basse par rapport à l'historique. Et là, tout d'un coup, en une semaine, on a pris 23,3%. Alors évidemment, dans l'article, je vais survoler, hein, comme je vous l'ai dit, je vais essayer de simplifier tout ça. Il y a quelques termes un petit peu techniques, quelques termes un peu compliqués. Le but, c'est que ce soit accessible au plus grand nombre, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, évidemment. Si vous trouvez que ça manque de détails dans ce que je dis, pareil, faites-moi vos retours et on va améliorer tout ça dans les prochaines vidéos. Donc comme je vous le disais, le Bitcoin a pris un petit pump de 23,3%. Il est passé d'un plus bas dans la semaine de 17 000 $ à 21 000 $. Et l'idée de cette vidéo, c'est d'utiliser un certain nombre d'indicateurs qu'ils appellent ici fondamentaux. Ce n'est pas vraiment des indicateurs fondamentaux parce qu'ici, vous voyez, par exemple, il y a la moyenne mobile 200 qui est un indicateur technique, mais c'est d'utiliser plusieurs indicateurs pour essayer d'estimer est-ce que c'est le bon moment pour rentrer sur le Bitcoin, est-ce que c'est trop tard, est-ce que c'est trop tôt, où est-ce qu'on en est. Donc il y a différents indicateurs qui sont utilisés. Vous avez par exemple la moyenne mobile 200, vous avez ce qu'on appelle le realist price, et j'ai déjà fait une vidéo il y a quelques années sur cette chaîne YouTube sur le sujet. Vous pouvez taper sur YouTube et normalement vous tomberez sur la vidéo. Ensuite, vous avez les mineurs. Est-ce que les mineurs sont rentables, pas rentables? Ça c'est intéressant. Souvent sur les vidéos d'analyse, je vous présente un indicateur, la rentabilité des mineurs de Bitcoin. Et bien justement, je vais vous le présenter également dans la vidéo d'aujourd'hui. Et le but, c'est de savoir est-ce que cet indicateur-là permet d'estimer le point bas du Bitcoin, le point haut du Bitcoin ou pas. Vous allez voir justement la réponse dans cette vidéo. Et voilà, ensuite, il y a différents modèles pour estimer la juste valeur du prix du Bitcoin, savoir si les traders, les investisseurs sont en profit ou en perte à court terme ou à long terme. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bon, tout d'abord, on commence avec l'analyse du prix du Bitcoin. Vous le voyez, ici on a l'évolution du prix du Bitcoin sur les derniers mois, sur le dernier trimestre 2022 et ce début d'année 2023. On a eu ici l'événement FTX qui a causé une grosse baisse. Depuis, énorme stabilisation et stabilisation encore plus fine ici. Vous voyez, là on avait déjà une stabilisation à rendre avec quand même pas mal de volatilité. La volatilité qui diminue pendant les fêtes de fin d'année. Donc vous voyez, il n'y a quasiment pas de volatilité. Et là, tout d'un coup, on prend plus 23%. Et donc on se dit, bon, si le Bitcoin a pris plus 23%, peut-être qu'on est reparti en bull market. Faut relativiser, il a pris plus 23% en une semaine suite à une énorme phase de range. C'est ce dont j'ai parlé dans la précédente vidéo d'analyse il y a quelques jours sur cette chaîne YouTube. Si vous ne l'avez pas vue, je vous recommande vivement d'aller la regarder, elle est complémentaire à cette vidéo-là. Et donc le Bitcoin a pris plus 23% en une semaine, on a l'impression que c'est beaucoup. À relativiser quand même, hein, quand on est en bull market, prendre plus 23% en une semaine, c'est beaucoup, mais c'est pas exceptionnel non plus. Parfois, le Bitcoin a pris plus 23% en 2 jours, 3 jours. Donc, vous voyez, on n'est pas non plus sur quelque chose d'extraordinaire. Donc voilà, l'idée c'est d'utiliser, comme je vous le disais, un certain nombre d'indicateurs pour essayer d'estimer le prix du Bitcoin. Donc déjà on va commencer avec la moyenne mobile 200 et le multiple de Meyer. Bon, on va pas le voir le multiple de Meyer, j'en parle souvent dans les vidéos d'analyse, j'aurai l'occasion de le refaire ces prochaines semaines. Donc on va se concentrer sur la moyenne mobile 200. Et donc, que nous dit cet indicateur, que nous dit l'analyse de Glassnode? C'est que le prix du Bitcoin vient de repasser au-dessus
de la moyenne mobile 200, ce qui est un signal très prometteur, potentiellement un signal acheteur. C'est ce qu'on voit par exemple ici, le prix du Bitcoin est resté 386 jours sous la moyenne mobile 200. Et là, en ce moment, il est resté 381 jours, parce qu'il vient tout juste de repasser au-dessus de la moyenne mobile 200. Donc c'est quasiment un record, hein, c'est quasiment un record. Bon, ici, on est resté un petit peu plus, 5 jours de plus, mais c'est ce qu'ils disent ici, hein. Vous voyez, ça s'est vraiment joué à 5 jours. Donc potentiellement, le Bitcoin pourrait repartir en bull market. Ici, vous le voyez, on croise à la hausse la moyenne mobile 200, on pump, on stabilise. Ensuite, ici, on repasse en dessous. Voilà, on a le crack sur le Bitcoin, sur les crypto-monnaies, et là on repasse au-dessus. Donc évidemment, passer au-dessus de la MM200, c'est bien. Pourquoi? Parce que c'est l'un des indicateurs les plus utilisés, les plus surveillés par les traders et par les investisseurs, et repasser au-dessus, c'est évidemment un signal très prometteur. Et c'est là où j'aimerais vous parler de la vision critique à développer sur ce type d'article, qui n'est pas forcément précisé, mais en même temps l'article est déjà assez long comme ça, ils ne peuvent pas revenir sur tous les points, c'est que ça reste qu'une moyenne mobile finalement. On fait simplement une moyenne mobile simple. Alors 200D SMA, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire 200 c'est la période, D c'est daily, l'unité de temps daily, SMA c'est-à-dire moyenne mobile simple. Donc ça reste une moyenne mobile simple, une moyenne sur les 200 derniers jours. Voilà, il n'y a pas de recette magique derrière. Donc quand vous prenez la moyenne sur les 200 derniers jours, pourquoi 200, pourquoi pas 300, pourquoi pas 100? On ne peut pas s'attendre non plus à des résultats exceptionnels. Oui, savoir qu'on repasse au-dessus de la moyenne mobile 200, donc là je me mets sur TradingView, c'est bien, effectivement, là, la moyenne mobile 200, c'est ce que je vous ai mis en vert, c'est bien, mais ça ne marche pas toujours, parce que lorsqu'on a des phases de range, par exemple ici, vous voyez, on repasse en dessous de la moyenne mobile 200, on repasse au-dessus, finalement on repasse en dessous, et on repasse au-dessus, finalement en dessous. Et là, oui, on est en dessous depuis 381 jours, c'est génial, ça fait plus d'un an que le prix du Bitcoin est sous la même 200, on repasse au-dessus, potentiellement signal d'achat. Oui, non, c'est pas parce qu'on repasse au-dessus que c'est un signal d'achat, c'est un signal positif qui pourrait nous laisser penser à un retournement de tendance, mais voilà, c'est pas du tout un indicateur à utiliser tout seul, peut-être même pas du tout un indicateur à utiliser tout court, parce que ça reste qu'une moyenne mobile simple, et il y a quand même mieux que ça. Donc lorsque vous voyez sur certains articles, certaines vidéos, qu'on repasse au-dessus de la moyenne mobile 200, c'est bien de le dire, ça fait toujours plaisir, mais ça ne veut pas dire qu'il faut acheter, d'accord? Il faut croiser les différentes informations. C'est d'ailleurs ce que fait très bien cet article, hein. Il ne se base pas que sur la moyenne mobile 200, il y a plein d'indicateurs qui sont présentés, et donc le but c'est de croiser tout ça pour en tirer une conclusion. On descend un petit peu plus bas, on voit ici qu'on nous parle du realist price. Donc le realist price, il est actuellement vers les 19 700 $. Alors, c'est un prix important, hein, comme ils disent ici, le release price. Pourquoi? Parce que c'est un prix psychologique, c'est un modèle. Ça indique si le holder moyen de Bitcoin, il est en gain ou il est en perte. Alors, évidemment, le release price, ça dépend de la période qu'on met. Si on regarde du release price sur du court terme, bon, peut-être que le holder moyen, il est en gain. Si on regarde sur du long terme, peut-être qu'il est en perte, ou inversement, ça dépend de la période qu'on considère pour le court terme ou le long terme. En tout cas, si on prend le release price au sens général le plus connu, il est à 19 700. La moyenne mobile 200, elle est aux alentours des 19 500, il me semble. Donc voilà, on vient de casser par l'eau la moyenne mobile 200, le release price. Voilà, encore une fois, c'est toujours intéressant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le holder moyen de Bitcoin, il vient de repasser en léger gain. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que si par exemple vous aviez des personnes qui ont acheté du Bitcoin ici à 15 000 $, à 16 000, à 17 000, et d'autres à 60 000, 45 000, etc., en moyenne, on passe en gain. Alors bien évidemment, la plupart des gens n'achètent pas à 15 000, ils achètent plutôt à 60 000, à 50 000 ou peu importe. Mais c'est là où je vous dis, c'est important de connaître la période qui a été choisie et c'est justement ce dont on va parler dans cet article. Donc si on descend un petit peu plus bas, on voit que on nous dit que le prix du Bitcoin est resté en dessous de son realist price 179 jours. Donc, ce qui est la deuxième durée la plus longue sur les 4 derniers bear market. Donc, c'est historique, quasiment historique que le Bitcoin ait subi un bear market aussi long. Donc là, vous le voyez, on a le prix du Bitcoin depuis 2010, le prix du Bitcoin, c'est ce qui est en noir, le realist price, c'est ce qui est ici en orange. Et donc, vous voyez que la plupart du temps, le prix du Bitcoin est au-dessus du realist price. Et lorsqu'il passe en dessous, c'est quand même très intéressant parce que c'est des périodes où le Bitcoin est sous-évalué, où c'est intéressant d'en acheter. Donc là, vous voyez qu'en 2012, le prix du Bitcoin était en dessous du realist price sur cette zone-là. Très intéressant pour en acheter. Ensuite, bull market. À nouveau ici, on est resté très longtemps sur cette phase de stabilisation en dessous du realist price, bull market. À nouveau ici, sur cette belle stabilisation, marché haussier. À nouveau ici, crack Covid, crise sanitaire, hop, marché haussier.
Et là, bah, depuis quelques mois, le prix du Bitcoin était également en dessous du release price. Et là, on vient de repasser au-dessus. Alors pour moi, le release price, c'est vraiment un indicateur très intéressant. Et donc là, vous le voyez, on est repassé au-dessus, donc potentiellement bull market, ou en tout cas, comme j'ai pu vous le dire dans la vidéo d'analyse d'il y a quelques jours, acheter en dessous du release price, acheter aux alentours des 10 000, 20 000 dollars, c'est une bonne zone d'achat pour du moyen long terme. Alors évidemment, le release price, il y en a plusieurs. Vous voyez, ça a été décomposé en fonction de la durée. Soit on prend le release price des holders court terme, soit on prend le release price global, général, qui englobe tout. Vous voyez, c'est les holders, la moyenne de tous les holders, court terme, moyen terme, long terme, 19 700. Et ensuite, on a le release price long terme qui a 22 400. Alors, les valeurs ici coïncident plus ou moins, sont logiques. Pourquoi? Parce que par short terme, court terme, qu'est-ce qu'on entend? On entend ceux qui ont eu du Bitcoin qui a changé de main sur les 155 derniers jours, grosso modo 6 mois. Sur les 6 derniers mois, et ben, ceux qui ont acheté du Bitcoin sur les 6 derniers mois, en moyenne, ils l'ont acheté, ou en tout cas le Bitcoin s'est échangé à un prix de 18 000 dollars. Et pour ceux qui détiennent du Bitcoin depuis plus de 6 mois, eh bien, en moyenne, ils l'ont acheté à 22 400 dollars. Logique, hein, parce que le Bitcoin, il était en dessous des 18 000 dollars ces 6 derniers mois, il a pas mal stabilisé, donc le prix moyen, c'est normal qu'il soit aux alentours des 18 000 dollars, ça choque pas. Alors que pour le long terme, on englobe tout en fait. On englobe ceux qui ont acheté sur le précédent cycle à 60 000 dollars, mais on englobe aussi ceux qui ont acheté il y a plusieurs années à 5 000 dollars. Donc c'est pour ça que les valeurs, elles coïncident, elles sont pas aberrantes, on n'a pas ici du 40 000 dollars ou du 5 000 dollars. C'est assez logique finalement quand on y réfléchit. Donc on a du 18 000, on a du 22 000. On a, si on prend tout le monde en compte, du 19 700. Bon, grosso modo, la zone des 20 000 dollars. Hein. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si on achète en dessous des 20 000 dollars, on achète en dessous du release price et donc on achète sur des très bons niveaux d'achat sur le Bitcoin. Alors, 20 000, c'est une zone. Hein. Ça peut être 15 000, ça peut être 21 000, tant que c'est pas 50 000. Évidemment, quand le Bitcoin sera à 50 000, parce qu'il le sera a priori un jour, à nouveau, eh bien là, ça sera plus du tout le moment d'acheter. D'accord? Donc, très important de prendre en compte ces différents indicateurs. Autant la moyenne mobile 200, ça ne sert pas à grand-chose. Ça reste un indicateur qui fait une période. Alors que le release price, qui se base vraiment sur le prix auquel les investisseurs ont acheté du Bitcoin, que ce soit il y a 1 an comme il y a 5 ans, ça, c'est vraiment une donnée on-chain super importante et qui, pour moi, est l'un des meilleurs indicateurs. On descend un petit peu plus en bas et donc on a pas mal de conclusions faites par Glassnode. Bon, ils disent qu'il y a une similarité avec avril 2019, que sur la baisse 2018-2019 et actuellement le bear market 2022-2023, on a les 3 release price qui convergent et donc ça indique une... peu importe ce que ça indique, c'est pas intéressant. Pourquoi c'est pas intéressant? Hop là, je reviens ici. On a les 3 courbes et je vais vous dire, c'est là à nouveau où il faut développer son esprit critique. C'est-à-dire que prendre l'indicateur brut, le release price, c'est dire qu'on est en dessous, on achète, on est au-dessus, voilà, faut faire attention. Ok, mais aller chercher ce que fait Glassnode, ou d'ailleurs n'importe qui pourrait le faire, prendre du short terme, du moyen, enfin du tout et du long terme, et ensuite dire que lorsque on a convergence de ces 3 courbes, ça indique potentiellement un signal d'achat. Ça, c'est vraiment utiliser les patterns qu'on veut pour trouver un signal d'achat. C'est comme par exemple prendre la moyenne mobile 200 et dire dès qu'on passe au-dessus de la moyenne mobile 200, on a un signal d'achat. Ça dépend, c'est pas malheureusement aussi simple que ça. Donc là, si on repart sur ce graphique-là, on a ce qui est en bleu, c'est le release price long terme. Donc vous voyez, il est plus stable. Hein. Il est plus stable, ça bouge pas beaucoup. Là, ça monte pas mal. Là, ça stabilise, ça stabilise. Ensuite, ça monte. Et là, ça se stabilise à nouveau. Donc c'est quand même assez fiable. Hein. 22 400 dollars, bon, 20 000 à peu près. Ensuite, on a tous les holders. C'est la courbe orange. Pareil, c'est plus ou moins stable. Et on a évidemment le release price court terme qui est un petit peu comme une moyenne mobile court terme finalement. Parce que ça suit le prix. Vous voyez que le prix là, il baisse. Le release price baisse. C'est normal. Les gens achètent de moins en moins cher. Parce que le prix fait que baisser. Ensuite, quand le prix monte, les gens achètent de plus en plus cher, donc le release price court terme, il monte, etc. etc. Donc voilà, courbe bleue intéressante, orange intéressante, le rouge, la rouge beaucoup moins. Et donc là, ce que dit Glassnode, c'est que dès qu'on a un croisement ici, souvent on détecte un point de bas de marché. Ici c'est le cas, ici c'est le cas. Alors moi, ça me dérange un petit peu. Comme je vous le disais, c'est là où on va développer un petit peu l'esprit critique. Ça me dérange un petit peu. Parce que déjà, dans le release price, ils prennent du release price court terme 6 mois. Pourquoi 6 mois? Enfin,
Pourquoi? C'est même plus exactement 5 mois et 10 jours, quelque chose comme ça, je me souviens plus exactement, 6 mois. Pourquoi 6 mois? Pourquoi pas prendre 3 mois? Pourquoi pas prendre un an? Pourquoi pas prendre un mois? C'est bizarre. C'est bizarre de faire ça. Pareil pour le long terme. Pourquoi prendre du long terme plus de 6 mois et pas plus d'un an, plus de 2 ans? C'est quand même étrange. Donc c'est juste un petit peu du hasard. On aurait pu prendre des périodes différentes, qu'on n'aurait pas forcément eu les mêmes résultats. Ou peut-être qu'on aurait eu les mêmes résultats. Vous mettez de base des conditions et ensuite vous obtenez un résultat. Mais si vos conditions de base sont mauvaises, bah, potentiellement vos résultats à la fin sont mauvais. Prendre la courbe orange qui inclut tout le monde, ça a du sens. Et prendre d'autres courbes, court terme, long terme, voilà, c'est un peu moyen. Et constater que dès qu'on a des croisements, c'est intéressant. Ouais, mais le croisement ici, c'est pas forcément le même qu'ici. Mais voilà, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais retenez bien que lorsque vous avez un indicateur comme le prix, comme les volumes, comme le release price, ça a du sens, mais aller derrière faire ce qu'on veut faire, trouver des patterns qui nous arrangent, par exemple, d'avoir une hausse des volumes, ça c'est intéressant, parce que c'est dire qu'il y a un intérêt qui augmente. Mais se dire que la moyenne mobile des volumes sur 10 périodes passe au-dessus de je sais pas quoi, ça, c'est vraiment suroptimisé sur le passé. Et c'est un petit peu malheureusement ce qui est fait là, c'est-à-dire constater qu'il y a des croisements. Donc attention à ne pas tomber sur ce problème qui se pose évidemment sur tous les indicateurs, et c'est souvent ce qu'on a tendance à faire quand on est débutant, c'est de surinterpréter quelque chose. Et une fois que ça marche, on se dit oh, c'est génial, j'ai trouvé un truc, c'est top. Et quand ça marche plus, on se dit bon bah finalement l'indicateur était pas si bien, je passe à autre chose. Ah, mais malheureusement c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc attention à ça. Autant les données brutes c'est intéressant, autant comment les formater ensuite, il faut vraiment faire attention à ne pas tomber sur le piège de la suroptimisation. Ensuite, on descend. Comment estimer la juste valeur du prix du Bitcoin? Alors ça, pareil, je vais y passer ça assez rapidement. Donc c'est le fameux NVT ratio, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne YouTube plusieurs fois, j'ai fait des vidéos dédiées, je vous invite pareil à chercher sur YouTube, vous tomberez dessus. Et donc là, on prend quoi? On prend le NVT tel qu'il a été défini par Willy Woo, et ensuite, ce que fait Glassnode, c'est qu'il filtre un petit peu. Là, vous avez le NVT, voilà comment il a évolué sur ces dernières années. Et là, Glassnode se dit, bon, bah, sur cette zone-là, c'est bizarre parce que ça ne coïncide plus en fait. On a le NVT qui donne une juste valeur entre 8 000 et 10 000 dollars, mais c'est faussé parce que ici, on avait un pic de volume à cause de FTX qui a fait tout un tas de manipulations, des reventes massives, des achats par-ci par-là, plus les traders qui enlèvent du levier. C'est pas évident de traduire avec des mots français en lisant l'anglais, mais voilà, qui enlèvent le levier. Et en plus, la phase de panique qui a fait que suite à FTX, tout le monde a vendu, et donc bah, ça a augmenté considérablement les volumes. Et donc là, ce que fait Glassnode, c'est qu'il filtre ça, voilà, avec un NVT modèle ajusté, en disant voilà, là ça change pas, mais là ça change. Ça pareil, moi ça me dérange parce que si vous avez le besoin d'ajuster un modèle sur une période précise, ça veut dire que si ça revient à nouveau, bah vous allez devoir à nouveau réajuster, c'est bizarre. Et surtout, vous l'ajustez après coup. Eux, ils l'ajustent maintenant sur quelque chose qui s'est passé il y a 2 3 mois, alors qu'ils auraient pu l'ajuster en temps réel. Mais ça, en temps réel, on le sait jamais. Et on le sait seulement après coup. Donc voilà, toutes ces façons de faire, moi, me dérangent pas mal, d'ajuster des modèles après coup, de suroptimiser quelque chose. Donc encore une fois, développez bien votre esprit critique là-dessus lorsque vous trouvez un indicateur, une personne qui vous parle d'un indicateur qui est pas mal, mais il faut attendre ceci ou cela, ou il faut filtrer parce que là c'est une période exceptionnelle. Oui, mais des périodes exceptionnelles, on en aura toujours. Donc voilà, faut être assez méfiant là-dessus. Donc le NVT ratio, là, j'en parle pas beaucoup plus. Et ensuite, on arrive justement au modèle de régression. Donc le modèle de régression qui nous donne le coût de production estimé selon la difficulté des blocs du Bitcoin, qui est aux alentours des 19 000 dollars. Donc là, c'est pas mal, hein, tout coïncide. Hein. La MM200, le release price, le coût de production estimé par rapport à la difficulté de minage, c'est top. Hein. Donc on se dit, il y a quand même un beau pivot sur la zone des 19 000 dollars. Là, on vient de passer au-dessus. Bah, c'est quand même vachement intéressant. Comme toujours, l'idée, c'est d'essayer d'acheter en dessous de ces différents indicateurs. Là, en l'occurrence, idéalement, il faudrait acheter sous l'indicateur de régression. Donc, par exemple, sur la zone ici des 15, 16, 17 000 dollars, ou même ici sur toute cette phase-là où le prix a accumulé. Et là, lorsque le prix pump, c'est trop tard, on est bien au-delà de la régression. Pareil ici. D'accord? Encore une fois, c'est un indicateur ici assez brut. Voilà, il faut faire attention à ne pas trop surinterpréter tout ça.
Et donc là, on arrive à la difficulté de minage des bitcoins. Combien ça coûte de miner du bitcoin? Et vous savez que lorsqu'on mine du bitcoin, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Il y en a qui payent l'électricité bien moins cher, il y en a qui habitent dans des pays où il y a moins besoin de refroidir, il fait froid naturellement, par exemple l'Islande, voilà, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Donc là, l'idée, c'est d'essayer de comparer, ça je trouve ça assez intéressant, c'est d'essayer de comparer, vous voyez, on a trois couleurs, ceux qui génèrent le plus de gains en minant, ceux qui sont les plus efficients. Ensuite, le prix moyen pour miner un Bitcoin, un petit peu comme on a pu le faire tout à l'heure avec le Rails Price. Et ensuite, les moins rentables. Parce que comme toujours, le Bitcoin, s'il est à 70 000 $, tout le monde est rentable. Si il est à 15 000, c'est plus difficile. Il y en a qui le seront, il y en a qui ne le seront pas. Voilà, il y a tout ça à prendre en compte. Et donc là, bon, la conclusion de Glassnode, c'est quoi? C'est un prix qui passe en dessous des 17 000 $. Bah, ça voudrait dire que on a un signal baissier, quoi, grosso modo, si on se base sur cet indicateur-là. Donc on a ces trois courbes. Alors, là, encore une fois, je vais rapidement, hein. J'essaie de ne pas rentrer dans les termes techniques, je pourrais si ça vous intéresse. Là, l'idée, c'est vraiment de rester le plus simple pour que vous écoutiez cette vidéo pendant que vous êtes en train de cuisiner, sans trop vous prendre la tête, hein. Mais si vous voyez que je vais trop vite sur certains éléments, que vous avez besoin de plus de détails, dites-le moi dans les commentaires et j'aviserai pour les prochaines. Donc là, on a trois courbes. On a la courbe qui est tout en bas, la courbe rouge, qui nous donne un modèle de prix pour ceux qui sont les plus rentables, les plus efficients en minant du Bitcoin. Donc, c'est 12 500 $. C'est-à-dire que ceux qui aujourd'hui sont les plus efficients, alors ça ne prend pas en compte tout, là c'est vraiment le prix brut, hein. Il y a d'autres détails qu'il faut prendre en compte pour savoir si le Bitcoin c'est plus cher, moins cher. Là si c'est 12 500 en réalité, c'est quand même un peu plus que ça pour miner du Bitcoin, mais là c'est vraiment la donnée brute. C'est-à-dire que si le Bitcoin descend à 12 500, la plupart des mineurs seront pas rentables. En fait, les seuls qui seront à break-even, ce sont ceux qui sont les plus efficients. Donc c'est quand même des niveaux vachement bas à 12 500 $. On s'en est quand même pas mal rapproché ces derniers temps. Ensuite, on a la moyenne qui est à 17 000 $. Donc, vous voyez, ces derniers mois, lorsque le Bitcoin était à 15, 16, 17 000, bah, en moyenne, les mineurs n'étaient pas rentables. Et ensuite, on a ceux qui sont donc les moins efficients, qui minent, qui sont pas du tout optimisés, qui minent à... Alors, où est-ce qu'on a la valeur quelque part? Je crois même pas qu'on l'ait. Bon, c'est probablement 25 000 $ peut-être. Est-ce que c'est affiché quelque part? Bon, ça va l'air d'être affiché ici sur la courbe, c'est pas très grave. Ce qu'il faut retenir, c'est que si le prix du Bitcoin passe en dessous des 17 000 $, en moyenne, les mineurs de Bitcoin ne seront pas rentables. Donc ça, c'est également une valeur que je surveille qui est extrêmement intéressante. Alors, bon, là, on englobe tout dedans. Ça dépend évidemment du matériel, hein. Ça dépend de votre rig de minage, ça dépend comment vous êtes optimisé, ça dépend de plein de choses. Il y a plein de paramètres. Là, c'est vraiment une moyenne, on ne rentre pas dans les détails. Et donc, par rapport à ça, il y a le fameux indicateur rentabilité des mineurs de Bitcoin sur l'unité temps weekly que j'ai l'habitude de vous présenter. Plus l'indicateur est bas, moins les mineurs sont rentables. Plus l'indicateur est haut, plus les mineurs sont rentables. Évidemment, plus les mineurs sont rentables, plus c'est facile de gagner de l'argent et plus, attention, on a un excès sur le prix du Bitcoin, c'est-à-dire que le Bitcoin est haut. Plus les mineurs perdent de l'argent, ou en tout cas moins ils sont rentables, plus le Bitcoin est bas. Donc là, vous voyez qu'on a eu quand même pas mal de pics en 2013, on a eu ici également en 2017, et bon, évidemment, ça tend à se stabiliser de plus en plus. Et donc là, on est sur des niveaux intéressants pour acheter selon cet indicateur-là. Vous voyez, à chaque fois, ici en 2015, le prix du Bitcoin était vraiment bas, bon niveau d'achat. En 2019, pareil. Crack Covid, pareil. Et là, bah, sur l'année 2022, surtout la fin d'année, deuxième partie de l'année 2022, on était extrêmement bas. Et oui, on est passé en dessous ici de la moyenne de rentabilité des mineurs de Bitcoin, grosso modo les 17 000, environ 17 000 $. Et donc dès qu'on est passé en dessous de 17 000, 20 000, c'est une zone en dessous là, et ben l'indicateur passe vert, c'est-à-dire que les mineurs sont très très peu rentables et donc c'est intéressant d'acheter du Bitcoin si on se base évidemment sur cet indicateur là. Donc là on est extrêmement bas et vous voyez que là l'indicateur est en train de repasser en blanc. Il était vert pendant très longtemps et là depuis le début de l'année il repasse blanc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça commence à redevenir rentable pour les mineurs de miner, légèrement, pas beaucoup. Ça recommence pour eux à redevenir rentable de miner, parce qu'on est bien passé au-dessus des 17 000 $, on est aux alentours des 21 000 $, et donc l'indicateur est passé blanc. Donc voilà, indicateur extrêmement intéressant, à croiser avec les autres indicateurs, Realist Price qui est extrêmement intéressant, ici la rentabilité des mineurs qui est extrêmement intéressant, c'est plusieurs données fondamentales, mais qui n'utilisent pas vraiment la même donnée derrière, hein. Donc d'un côté on parle des investisseurs qui holdent du Bitcoin, de l'autre côté on parle de ceux qui minent du Bitcoin, mais finalement en recoupant tout ça, on voit qu'on retombe sur nos pattes.
Donc voilà par rapport à cet indicateur. Donc là, vous avez également plusieurs codes couleurs en fonction du prix du kilowattheure. Bon, ça ne va pas trop nous intéresser. En plus, c'est uniquement pour l'Antminer S19 Pro. Bon voilà, on passe un petit peu là-dessus. Et c'est à peu près tout pour cet article. Là, on parle d'autres indicateurs, mais la vidéo commence à être longue. Là, on parle du SOPR ajusté. Pareil, là, il faut faire attention parce que ce que dit Glassnode, c'est si sur le SOPR ajusté, on passe au-dessus du niveau des 1 et qu'ensuite on a un pullback, grosso modo ici, qu'on teste le niveau des 1, et bah, ça donne un signal d'achat. Là, pareil, ça me dérange parce que déjà, on se base sur un SOPR ajusté, donc il faut savoir ajuster de quoi, sur une moyenne mobile cette fois de 7 jours, et en plus qui est exponentielle. Alors tout à l'heure, la moyenne mobile de 100 était simple. Enfin, moi, ça me dérange. Ça me dérange de changer. Parfois, on passe du 7 jours à 200. Parfois, on parle de l'exponentielle. Parfois, on ajuste, on ne sait pas vraiment ce qu'on ajuste. Et en plus, là, on parle de pullback sur un niveau des 1. Bon, autant le niveau des 1, d'accord, il est intéressant, mais faire un pullback, c'est vraiment se baser sur le passé. Là, voilà, ici, ils disent que ça a retesté le niveau du SOPR ajusté en 2021. Bon, ça, c'est vraiment optimisé sur le passé. Donc, à éviter. Là, vous voyez, par exemple, ils mettent le SOPR 30 cette fois-ci, période 30, alors que là, on parle du 7. Voilà, là, on part un petit peu dans tous les sens. Comme je vous le dis, ce qu'il faut retenir dans cette vidéo, et le but, c'est à chaque fois, dans chacune des vidéos que je vais faire, de tirer une leçon principale. Là, je pense que cette leçon serait de faire vraiment attention à ce qu'on vous présente et par rapport aux indicateurs, comment ils sont utilisés, de ne pas faire de la sur-optimisation ou de la sur-interprétation, utiliser des valeurs brutes comme simplement, est-ce que les mineurs sont rentables, pas rentables? S'ils sont pas rentables, bon, bah, ça veut dire qu'on est sur des niveaux bas sur le Bitcoin, c'est intéressant d'en acheter. Si c'est rentable, attention. Pareil pour le release price, est-ce que la plupart des investisseurs holders sont en perte? S'ils sont en perte, bah, ça veut dire que le prix a beaucoup baissé, c'est intéressant d'en acheter. S'ils sont tous en gain, attention, c'est-à-dire que le prix est trop haut, et donc ça va corriger. Alors vraiment, utiliser la donnée brute et éviter de suroptimiser. Quand on suroptimise, c'est pour simplifier généralement, hein. On se dit, voilà, on croise le niveau des 0, le niveau des 1, oui, c'est simple, mais attention, derrière, on bidouille un petit peu plus. Si ça vous intéresse, vous avez de toute façon l'article en description de cette vidéo. Vous avez également la vidéo sur la chaîne Glassnode si vous voulez aller regarder. Je crois qu'elle dure environ 25 minutes. Ils font des vidéos chaque semaine. Et voilà. Alors, ce qui m'intéresse, moi, pour conclure, c'est qu'ils font ici un sorte de sommaire de tous les indicateurs qu'on a vus. Donc, le modèle de prix, en se basant sur la MM200. Et ça j'aime beaucoup, c'est ce que je fais d'ailleurs personnellement. Ce qui est sur ce graphique-là, c'est qu'il se base sur plusieurs modèles. Le prix au-dessus de la MM200. Release price, l'activité on-chain, la profitabilité du réseau, notamment les mineurs, et la supply. Et en se basant en fait sur tout ça, vous avez en ce moment même, par exemple, le modèle de prix, donc la même 200 de release price, on est au-dessus, donc c'est vert, donc 1 point. L'activité on-chain, bah, ça dépend ce qu'on regarde, donc c'est 1,5, ça dépend si c'est les mineurs qui sont tous rentables ou seulement ceux qui sont les plus efficients. Profitabilité, non. La supply, oui. Donc voilà, et ça vous donne un point. Enfin un nombre de points sur 4, sur 5, sur 10, peu importe la notation que vous voulez. Et vous voyez que ici, par exemple, parce que tous les indicateurs ne s'allument pas en même temps, vous avez toujours des indicateurs plus réactifs que d'autres. Si le prix pump, bah, par exemple, on va tout de suite passer au-dessus du release price, mais pour que les mineurs deviennent tous rentables, il faut que le prix pump un petit peu plus. Donc vous avez progressivement ici les indicateurs qui s'allument, 1 sur 4, 2 sur 4, 3 sur 4, etc. Là, bull market, ou par exemple ici, quand tout est allumé, c'est génial. Et quand on commence à voir des choses qui ne sont plus respectées, peut-être parce qu'on est passé en dessous des mêmes 200. Bon, c'est quand même une moyenne mobile à éviter, qui est un peu longue, hein, moyenne mobile 200 pour trader, c'est quand même assez long, mais pourquoi pas. Mais s'il faut attendre qu'on passe en dessous, malheureusement, vous passerez en dessous si le prix a pumpé avant, après au moins un drawdown de 50%. Donc il faut faire quand même attention à ça. Mais vous voyez, lorsqu'on cumule, bah là par exemple, il n'y a rien qui est allumé, bon, période de baisse. Là, sur toute cette période-là, sur l'année 2022, finalement, bah, ça fait que baisser, mais il n'y a rien qui est on, ou presque rien, donc il n'y a pas lieu d'acheter ou de posséder du Bitcoin. Et là, c'est en train de se rallumer, de repasser on, et donc le prix est en train de pumper. Enfin, le prix est en train de pumper, donc c'est en train de repasser on, plutôt dans ce sens-là. Donc voilà, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, on a certains indicateurs, certains modèles
qui nous indiquent qu'on est sur des bons niveaux sur le Bitcoin, on est en train de repartir sur du bull market, et d'autres qui nous disent, voilà, attention, faut se méfier quand même. Mais bon, encore une fois, si ce type d'analyse vous intéresse, vous trouverez les vidéos chaque semaine sur la chaîne YouTube Glassnode. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cette vidéo dans les commentaires, ça me permettra de prendre en compte vos remarques et d'améliorer les prochains formats. Si vous avez un retour particulier à faire, si pour vous, je sais pas, vous avez un article, vous avez trouvé un article qui est intéressant sur Internet, ou bien vous avez trouvé une vidéo intéressante, un indicateur intéressant, et que vous voulez que j'en parle, que je vous donne mon avis là-dessus. Est-ce que c'est intéressant, c'est pas intéressant, est-ce que ça peut être amélioré? Bah, postez-moi tout ça dans les commentaires, et s'il y a par exemple des articles qui reviennent souvent, ou voilà, ça me donnera aussi des idées de sujets pour les prochaines vidéos. Et le but, c'est voilà, d'essayer d'analyser semaine après semaine les données on-chain du Bitcoin, pas forcément toujours en se basant sur les mêmes indicateurs, mais de suivre leur évolution. Voilà par rapport à cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et on se retrouve donc la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Une vidéo d'analyse technique en début de semaine et une vidéo un petit peu plus fondamentale en fin de semaine.